tribunal militaire de Ouagadougou, l'audience de confirmation des charges dans l'affaire du coup d'État de 2015 a débuté ce 25 octobre. Plus d'une centaine d'inculpés ont été convoqués à cette audience qui va s'étaler sur quelques jours. Le général Gilbert Djengere est programmé pour passer devant le juge le 26 octobre prochain. De la gouvernance politique à celle économique et sécuritaire, l'Union d'action syndicale peint un tableau sombre sur la situation nationale au Burkina Faso. Selon l'UAS, les dirigeants actuels n'ont pas fourni assez d'efforts dans les domaines cités. Basforma Bazé et ses camarades ont fait leur lecture de la situation nationale ce mercredi. Des chercheurs burkinabés partagent les fruits de leurs travaux dans le domaine de la lutte contre le paludisme. À ce sujet, les représentants des différentes structures de recherche sur le palud sont réunis à Ouagadougou et dans le combat contre cette maladie, les acteurs de la médecine traditionnelle jouent également leur partition. Les praticiens seront à l'honneur le 27 octobre prochain, journée africaine de la médecine traditionnelle. Nous en parlerons avec le ministre de la Santé, invité de ce 20h. À l'étranger, le secrétaire général des Nations Unies est depuis hier en Centrafrique et c'est la première visite d'Antonio Guterres à une mission de maintien de la paix depuis sa prise de fonction le 1er janvier dernier. Une façon pour lui d'exprimer sa solidarité et son engagement aux côtés des casques bleus déployés dans un pays où les violences ont repris de plus belle ces derniers mois. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes bien mercredi et le Conseil des ministres de ce jour s'est beaucoup penché sur des questions de défense et de sécurité au Burkina Faso. L'exécutif veut rendre les forces de défense et de sécurité plus opérationnelles sur le terrain. Il a donc adopté un projet de loi sur la programmation militaire. Le Conseil a aussi adopté un projet de loi rectificative de la loi de finances 2017. Plus de précisions avec Consul Koulibaly et Tanga Kafando. Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 octobre a adopté deux projets de loi. Il s'agit du projet de loi rectificative de la loi des finances 2017 et celui sur la programmation militaire qui va régir le développement des forces armées du Burkina de 2017 à 2022. C'est un élément qui était très consensuel. Les forces armées ont discuté sur comment elles projettent nos armées dans les années à venir, comment elles projettent le militaire avec tout ce qu'on a connu comme situation par rapport à la politisation, par rapport au statut de la chefferie. Toutes ces questions ont été prises en compte dans ces aspects-là, mais également tout ce qui est infrastructure, équipement, et tous ces aspects-là seront débattus donc et validés par notre Assemblée nationale. Il y a donc un projet qui a un coût, et ensuite il y aura effectivement cette harmonisation par rapport aux réalités budgétaires qui seront dégagées chaque année pour parfaire ces forces armées que nous voulons plus performantes et plus réactives. Dans le domaine des mines et des carrières, le Conseil a approuvé 3 demandes de signature de convention. Il s'agit essentiellement de contrats de sous-traitance qui vont permettre à des mines existantes d'allonger leur durée de vie. Je voudrais en citer quelques-unes. C'est notamment la société Boré Bohoun pour ce qui est notamment la durée de vie de la mine de Houndé, de la société Norgol Yehou SA dans la commune de Bouroum, dans la province du Nanmantenga. Ça va permettre donc la durée de vie de Taparco de 3 ans. Et puis c'est la société de Nyatama Mining Company dans la commune de Guiaro, province donc du Naouri, en ce qui concerne notamment la mine de Yuba. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté le plan d'action du partenariat sur le gouvernement ouvert, un partenariat qui contient 13 engagements regroupés en 5 grands points. Il y a 13 engagements qui sont réunis donc en 5 grands points, à savoir le renforcement de la démocratie et des droits humains, l'améliorer l'efficacité de l'administration publique, prévenir la corruption et la réprimer, faciliter l'accès à l'information des citoyens et assurer une transparence dans la gestion publique. Les communications orales ont concerné entre autres la situation sécuritaire dans le Sahel, avec la désertion d'enseignants et la fermeture d'écoles dans certaines zones. Le Premier ministre a donné des instructions pour que effectivement les situations puissent être mises en état et que l'enseignement puisse être assuré à ce niveau-là. Sur les mouvements de grève annoncés, la position du gouvernement est de poursuivre ou reprendre la négociation avec les partenaires sociaux.
Direction à présent le tribunal militaire où s'est ouvert ce matin l'audience de confirmation des charges dans l'affaire du coup d'État de septembre 2015. Le général Gilbert Diendéré et plus d'une centaine d'autres inculpés ont été convoqués pour cette audience. 10 personnes inculpées passeront individuellement chaque jour devant le juge selon une organisation interne au tribunal militaire. Plus de précisions avec Nongba Kouda et Draman Guéné. La presse est tenue à distance, l'audience de confirmation des charges n'est pas publique. Le général Gilbert Diendéré et les 106 inculpés dont le général Djibril Bassolé sont tous convoqués ce matin à l'audience de mise en accusation. Même ceux qui bénéficient des non-lieux seront entendus. C'est d'ailleurs ce qui rebute les avocats des inculpés qui estiment que ce principe n'est qu'une formalité. Si le parquet militaire renonce à son appel sur les décisions de non-lieu, ce non-lieu devient ipso facto définitif. Et que la chambre de contrôle d'instruction ne peut en aucune manière revenir sur les charges qui peuvent peser sur les inculpés. Après lecture du rapport, le président de la chambre de contrôle a estimé que les 107 inculpés ne peuvent pas être entendus à la fois. À tour de rôle, chaque inculpé doit passer à l'audience selon un ordre établi. Il discorde avec les avocats de la défense qui veulent d'une audience collective. Si votre client arrive à l'audience, il est là tout seul. Or, dans le même dossier, il y a d'autres inculpés qui l'ont chargé, qui ont dit des choses qui le concernent. Ces gens ne sont pas là pour infirmer ou pour confirmer. Comment voulez-vous qu'il assure sa défense dans de telles conditions? Pendant que les inculpés de l'affaire Gilbert Diendéré et 106 autres sont entendus, les parents des victimes battent le pavé devant le tribunal pour exiger un traitement accéléré du dossier. Les auditions ont commencé par le premier groupe de 10 inculpés. 10 personnes seront donc entendues par jour jusqu'au 107e inculpé avant tout début de procès. En attendant, le général Gilbert Diendéré peut se retirer sous forte escorte. Il sera entendu demain dans le deuxième groupe. Après cette étape, la chambre de contrôle de l'instruction pourra renoncer ou confirmer les charges ou même les requalifier. Dans l'actualité également, l'Union d'action syndicale était face à la presse ce 25 octobre pour donner sa position sur la situation nationale au Burkina Faso. Elle s'est prononcée sur des sujets tels que la sécurité, la gouvernance politique, économique et la vie chère. Bassolma Bazié et ses camarades estiment que rien ne va dans tous ces domaines au Burkina Faso. Roger Bembamba, Frédéric Etienne Basenga. Ceux qui s'attendaient à une déclaration fracassante auront été bien servis à cette conférence de presse de l'unité d'action syndicale. La gouvernance politique, économique et sociale, la vie chère et l'insécurité au Burkina, c'est un tableau sombre que Bassolma Bazié et ses camarades dressent sur la situation de la nation. Le climat social est mis à mal par certaines pratiques liées à la gouvernance politique et économique, à l'absence d'un véritable dialogue franc. En effet, les populations font de plus en plus face au non-tenu de promesses électorales. Et pire, elles constatent la poursuite du pillage du patrimoine national. Pour l'unité d'action syndicale, la recherche du pouvoir par le MPP avait toutes les raisons, sauf celle d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. D'autant que nous disons, ceux qui sont dans l'opposition qui revendiquent les retours de politiciens et ceux qui sont au pouvoir, c'est la même souche. Et les gens n'ont pas pris le pouvoir. Quand tu regardes dans la pratique, le pouvoir n'a pas été pris pour résoudre les préoccupations du peuple burkinabé. Pour certains, c'est pour arranger soi-même. Pour d'autres, c'était pour sauver sa vie. Pas pour arranger les préoccupations du peuple burkinabé. Bassolma Bazié et ses camarades pointent également du doigt l'insécurité. Pour eux, la source de cette insécurité est le contenu des lois et règlements, souvent taillés sur mesure, mais pas seulement. Ce ne sont pas les déclarations d'intention ou la multiplication des forats qui pourraient trouver les réponses efficaces et efficientes face à cette insécurité grandissante. Mais plutôt la moralisation de nos forces de défense et de sécurité à travers une gouvernance vertueuse et transparente, l'exemplarité de la hiérarchie, etc. L'unité d'action syndicale annonce par ailleurs une marche-meeting contre l'impunité le 4 novembre prochain à la place de la Nation.
Avant de poursuivre cette triste nouvelle, en bref, le docteur Bernard Lydia Ouedraogo est décédé ce mercredi à Ouagadougou des suites de maladie. Bernard Lydia Ouedraogo était le fondateur du groupement NAM, ancien député et ancien maire de la ville de Ouayouguia. Celui qui est parti à l'âge de 87 ans était aussi connu pour son engagement dans l'agriculture et l'environnement, avec notamment la création de l'association dénommée les 6S, qui signifie se servir de la saison sèche en savane et au Sahel. Les obsèques de Bernard Lydia Ouedraogo sont annoncées pour début novembre dans sa ville natale à Goursi. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Actualité dans le secteur de la santé, les scientifiques font le bilan de leurs recherches en matière de lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Ils sont réunis à Ouagadougou à l'initiative du programme national de lutte contre le paludisme. Ils vont harmoniser les résultats des différentes structures de recherche afin de mieux contribuer à l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Césaire Carrefour et Maxime Zongo. Le paludisme s'est établi, constitue toujours de nos jours un problème prioritaire de santé au Burkina. Tenez, près de 10 000 cas pour la seule année 2016. Les institutions de recherche qui sont en première ligne dans la lutte pour son élimination se sont donc retrouvées à Ouagadougou afin de faire le point sur les résultats de leurs recherches. Il se trouve qu'il y a des résultats de qualité que nous produisons au niveau du pays, mais qui ne sont pas toujours diffusés au niveau, au niveau périphérique et au niveau des décideurs. Il nous est donc paru important parce que vous constaterez que même il y a certaines recherches qui partent d'ici, qui vont jusqu'à l'extérieur avant donc de nous revenir. Nous avons donc décidé de capitaliser tout cela afin donc de pouvoir en faire quelque chose. 2 jours durant, des institutions de recherche tour à tour vont présenter les résultats de leurs travaux. Des résultats qui feront l'objet de discussions approfondies. Les recherches sur le paludisme sont très nombreuses. Par exemple, il y a des recherches sur l'efficacité des médicaments, des recherches sur l'efficacité des insecticides qui sont utilisés, des recherches dans divers domaines. Il faut dire qu'il y a des chercheurs, des institutions qui font la recherche et nous avons ensemble voulu partager les résultats de ces recherches-là. Par cette initiative, le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires entendent ainsi contribuer à améliorer le plan stratégique de lutte. Objectif, l'élimination de la maladie à l'horizon 2030. Et puis, le ministère de la Santé organise du 23 au 29 octobre la semaine des savoirs médicaux traditionnels au Burkina Faso. À côté de cela, le Burkina Faso va commémorer le 27 octobre prochain la journée africaine de la médecine traditionnelle. Nous en parlons avec le professeur Nicolas Méda, ministre de la Santé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Alors déjà, dans le système sanitaire et dans l'offre de santé au Burkina Faso, quelle est la place de la médecine traditionnelle? Merci de l'occasion de partager quelques informations sur la médecine traditionnelle au Burkina. Une place très importante. Vous savez qu'au Burkina Faso, nous comptons environ 33 000 praticiens de la santé repartis dans 1 millier d'associations. Et au niveau du ministère de la Santé, nous avons au niveau central une direction de la médecine traditionnelle qui s'occupe exclusivement de converger les énergies des praticiens de la santé vers la population pour que les praticiens contribuent aux soins de santé. Globalement, même sans trahir un peu notre volonté que les soins soient de plus en plus modernes, la population à 80% consulte les praticiens. Et donc c'est une réalité au Burkina qui mérite d'être accompagnée pour que de la qualité accompagne ce que les praticiens font. Justement, vous avez parlé de soins modernes. Quelle est justement cette collaboration qui existe entre la médecine traditionnelle et celle conventionnelle? Donc, en plus de la direction au niveau central, nous avons 2 centres d'interface, donc à Tenkodogo et à Ouayouguia, où les praticiens et les médecins modernes collaborent. Ensuite, au niveau de Ouagadougou, il y a un dispositif de référence et de recours entre les praticiens et les médecins modernes. Et nous sommes en train, à Ouagadougou, de construire sur l'aire de Tengandogo
un institut spécialisé de médecine traditionnelle et de soins intégrés. Tout ça pour montrer toute notre volonté de faire corps avec la médecine traditionnelle pour améliorer l'offre de soins au Burkina Faso. Mais beaucoup de choses restent tout de même reprochées à cette médecine-là. Est-ce que vous avez un regard sur les praticiens pour éviter justement des situations malheureuses dans le milieu de la médecine traditionnelle? Vous parliez tantôt de la célébration de cette semaine et de la commémoration de la journée. Dans cette semaine, il y a une série de rencontres avec les praticiens et particulièrement, il y a des formations. Et un thème de formation est bien sûr toutes les procédures de production des recettes des praticiens servis. Et donc, les spécialistes de pharmacognosie, donc ceux qui savent comment à travers les plantes traduire ça en principe actif ou en médicaments, vont expliquer aux praticiens les bonnes pratiques de fabrication des recettes traditionnelles pour la santé. Et c'est ça qui est notre accompagnement pour éviter qu'il y ait de surdosage, de sous-dosage ou quasiment des recettes toxiques pour la santé de la population. Alors, en dehors de cela, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui seront évoqués à cette 15e journée de la médecine traditionnelle? Oui, il y a bien sûr déjà l'exposition-vente des médicaments qui existent, des recettes qui existent et qui sont donc disposées sur l'aire d'exposition au musée national à Ouagadougou. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une série de conférences données par des spécialistes, particulièrement des chercheurs de l'Institut de recherche en sciences de la santé, qui vont animer un certain nombre de panels avec les praticiens sur les interfaces médecine traditionnelle et recherche de phytomédicaments. Et ensuite, il y a une nuit spéciale. C'est la nuit où le ministère de la Santé et l'ensemble des praticiens présents se rencontrent pour évoquer les préoccupations du monde de la médecine traditionnelle et échanger et voir comment progresser ensemble. Et enfin, on a les formations dont je parlais tantôt. Donc, au-delà des bonnes procédures de fabrication des médicaments, il y a des formations sur l'hygiène et la qualité des recettes des praticiens et des formations sur comment mettre ensemble les innovateurs et les praticiens pour découvrir de nouvelles recettes. Alors, Monsieur le ministre, on ne va pas vous laisser partir sans parler de la dengue qui est d'actualité au Burkina Faso. À ce jour, quel est le point que vous pouvez nous faire rapidement sur cette maladie? Aujourd'hui, on a globalement 6236 cas depuis que l'année a commencé de cas de dengue. Cela veut dire nettement le double, voire le triple de ce qu'on a observé l'an passé, avec environ 4232 cas probables et 13 décès. L'an passé, en 2016, il y avait 20 morts pour 1000 malades. Cette année, c'est 2-3 morts pour 1000 malades. Cela veut dire que la qualité de la prise en charge s'est améliorée. Il y a eu une anticipation, une précocité de la fréquentation des formations sanitaires. C'est ça que nous encourageons. Donc, au-delà de la prise en charge des cas, nous avons commencé lundi la pulvérisation de l'ensemble des sites où il est possible qu'il y ait des gîtes larvaires. Donc, là où naissent et grandissent les moustiques, et ensuite pullulent. Donc, toute la ville est maillée par les techniciens qui sont en train de pulvériser. Peut-être que vous en avez rencontré. Aidez-les à identifier là où il faut le plus pulvériser pour casser la chaîne de transmission de la dengue au Burkina Faso. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que le professeur Nicolas Méda est venu parler précisément de la journée africaine de la médecine traditionnelle qui sera célébrée le 27 octobre prochain au Burkina Faso. Et dans la suite de ce journal, le Forum africain pour la sécurité routière débute demain dans la capitale burkinabé. Ce forum est à sa 3e édition et son objectif est de partager les bonnes pratiques en matière de circulation routière en Afrique où les accidents de la route sont récurrents. Le chronogramme des activités entrant dans le cadre de ce forum a été présenté à la presse ce mercredi. Issa Kafando, Bouma Ernest Nepi.
Leadership politique et partage d'expériences pour réduire la mortalité sur les routes en Afrique, c'est sous ce thème que se tiendra du 26 au 28 octobre 2017 la 3e édition du Forum africain pour la sécurité routière FASER. Un événement de grande envergure qui, selon les organisateurs du point de presse, va regrouper à Ouagadougou de nombreux experts d'Afrique en sécurité routière. L'un des objectifs pour le développement durable des Nations Unies est de réduire d'ici 2030 de 50% la mortalité et les blessés sur la route, sur les routes du monde et en particulier sur les routes africaines. Donc si on veut mesurer cet objectif, il faut effectivement avoir un moyen de compter dès maintenant la mortalité. Compter la mortalité, c'est pas simplement aussi atteindre ces objectifs, c'est aussi mesurer l'impact économique, social sur la société que représentent ces accidents de la route. On sait tous que c'est extrêmement important, mais on a encore du mal à les évaluer. Et c'est à travers des panels que ces experts vont partager leurs expériences professionnelles. Des panels qui aborderont entre autres thèmes l'urbanisation et sécurité routière, le point sur la recherche en matière de sécurité routière en Afrique et la gouvernance et management de la sécurité routière. Le forum aura également à son programme des activités de sensibilisation sur la sécurité routière. Mettre fin au phénomène de l'incivisme dans les établissements scolaires du Burkina Faso, c'est un engagement pris par les initiateurs de la semaine scolaire d'éducation sur la citoyenneté. L'activité est organisée pour la 2e fois par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Elle a été lancée le lundi dernier à Bobo-Dioulasso. Martin Zerbo, Sirik Milogo et Rachid Sawadogo. La citoyenneté et le civisme, une affaire de tous. C'est dans cette vision que les autorités en charge de l'éducation nationale lancent ici à SIA la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Les questions d'incivisme sont croissantes depuis quelques années en milieu scolaire. Il nous fallait trouver une réponse et nous pensons que d'organiser annuellement une semaine durant laquelle, à travers tout le pays, tous les établissements mènent des activités de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté est une contribution importante pour endiguer ce fléau-là. Élèves comme principaux acteurs de la promotion du civisme, c'est le thème au cœur de cette célébration. Pendant une semaine donc, il est question de faire la promotion du civisme par la formation et la sensibilisation des élèves. De quoi développer le goût de la morale et de l'éthique chez les apprenants. Ce que les enfants apprennent à l'école, ce qu'ils apprennent dans la rue, c'est ce que nous vivons. Alors si nous donnons un cadre de vie où vous et nous, chacun, chacune, fait attention à s'assurer que le comportement qu'il a est un comportement civique, est un comportement respectueux, est un comportement en phase avec nos valeurs, vous verrez que c'est ce que les enfants apprendront. En plus de Bobo-Dioulasso dans la Haut-Bassin, cette semaine dédiée à la citoyenneté en milieu scolaire est célébrée simultanément dans les autres régions du pays. De Bobo-Dioulasso, nous mettons le cap sur Dédougou où la Fondation Bank of Africa a financé la normalisation du collège d'enseignement général de Passa-Congo. Le montant de l'investissement est estimé à plus de 115 millions de francs CFA. Ce geste de la Fondation BOA est salué à juste titre par le ministre en charge de l'Éducation qui était présent à la cérémonie d'inauguration le 21 octobre dernier. Yves Rwamba et Yacouba Gourou. Ça aurait été nous, parents d'élèves, de cotiser pour faire ça. 1000 ans, on n'y arrivera pas. La joie est tout autre pour ce parent d'élèves de Passa-Congo. Tout comme lui, les ressortissants de 7 villages de la localité accueillent dans la fête les nouveaux locaux du collège d'enseignement général. Remise en norme, ce CG comprend désormais une bibliothèque équipée, une cantine scolaire, un terrain de sport, un forage et des salles de classe dotées d'énergie solaire. D'un coût global de réalisation de 115 millions de francs CFA, l'œuvre est de la Fondation BOA. Nous avons pensé qu'il était bon de compléter, de normaliser ce CG qui existait déjà et de voir aujourd'hui, à la demande des populations, comment on peut en faire un lycée.
Pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'arme la plus puissante pour changer le monde reste celle de l'éducation. Même si ce n'est pas l'État qui fait tout, l'État et ses partenaires, dont des privés comme la Fondation BOA, arrivent à mettre à la disposition des populations des infrastructures éducatives. Le chef du village de Passacongo apprécie le geste, mais souhaite voir le CG érigé en lycée dans les années à venir. Un souhait compris par le directeur général de la BOA qui promet cette normalisation d'ici l'année 2020. Des journalistes burkinabés à l'école de la météorologie. Ils ont suivi une formation sur la compréhension et la diffusion des informations sur le climat. La formation qui s'est déroulée du 23 au 24 octobre à Ouagadougou a été initiée par l'Agence nationale de la météorologie. Cette structure veut ainsi garantir l'information juste et vraie à l'endroit du monde paysan dont les activités dépendent des prévisions de la météo. Adama Giti et Mounira Keri. Ces journalistes, communicateurs et représentants de la société civile à l'école de la météo. Brume sèche, vent faible à modéré, ligne de graines, formation orageuse ou pluvio-orageuse. Voici quelques notions météorologiques difficilement accessibles au commun des mortels. Dans un pays où l'économie est fortement tributaire des aléas du temps et du climat, il est nécessaire que la terminologie météorologique cesse d'être un langage réservé aux seuls acteurs de la météo, d'où cette formation au profit des hommes de médias. Nous élaborons des produits, mais ces produits doivent être véhiculés auprès de l'utilisateur, c'est-à-dire le public, et les décideurs et les producteurs. Et pour cela, les journalistes sont très importants pour véhiculer ces informations. La session va aussi permettre aux participants de se familiariser avec les produits et les services offerts par l'Agence nationale de la météorologie. Les bulletins de prévision, vous avez les divers bulletins que nous élaborons à plusieurs échéances. Il y a des bulletins hebdomadaires, il y a des bulletins décadaires, il y a des bulletins mensuels, plusieurs types de bulletins que nous élaborons et que nous voulons que cela parvienne à l'utilisateur. Pour une résilience des populations face aux effets des changements climatiques, il est impératif qu'elles puissent disposer d'informations météo fiables et accessibles, et désormais l'ANAM peut compter sur ses journalistes. Le week-end dernier, la ville de Fada a vibré au rythme de la première édition du Festival des Rougas du Burkina Faso. Ce festival est organisé par l'Union nationale des éleveurs Peul, couramment appelé Rouga. Au-delà de la fête, l'événement permet aux membres de cette communauté de changer sur leurs préoccupations. Ils ont eu le soutien du ministre des Affaires étrangères et celui de la Culture. Le reportage de Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Spectacle, prestations d'artistes Peul et gourmanchés et danses traditionnelles nomades au bonheur du public de Fadang Gourmand. Nous sommes à la première édition du Festival des éleveurs, connu sous le nom des Rougas du Burkina. Un événement qui a pour ambition de promouvoir les produits agro-pastoraux et de valoriser la culture Peul. C'est l'occasion pour nous de rassembler d'abord nos Rougas, de les sensibiliser pour qu'ils se mobilisent autour de la fêtière. Parce que nous, la fêtière, nous encourageons les éleveurs à travailler selon ce que le gouvernement recommande. Nous avons démontré la valeur de la culture Peul. Outre l'aspect festif, ce rendez-vous se veut une réponse aux préoccupations des éleveurs en vue de propulser le développement et de consolider la cohésion sociale au Burkina. Pendant les 2 jours, ces Rougas ont eu droit à des discours et d'animations de conférences publiques sur des thèmes liés au pastoralisme et à la citoyenneté. La question du pastoralisme se pose de plus en plus en rapport avec la possibilité d'être citoyen et de participer aussi à la vie politique. Donc mon axe d'intervention a été de dire qu'on est obligé de marier les deux. C'est féliciter les organisateurs de ce festival Rouga qui permet à tous ces acteurs de se réunir autour de leurs préoccupations communes. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui constitue des freins à un pastoralisme efficace.
Le festival des Rougas est un événement pastoral qui rassemble des communautés peules dans le but de concourir au développement du secteur agro-pastoral. Actualité à l'étranger, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé hier à Bangui, en Centrafrique. C'est la première visite d'Antonio Guterres à une opération de maintien de la paix depuis sa prise de fonction. Le secrétaire général de l'ONU rendra hommage aux casques bleus décédés dans ce pays et sa visite intervient à un moment où les violences ont redoublé ces derniers temps dans certaines provinces de la Centrafrique. Antonio Guterres tire la sonnette d'alarme en Centrafrique, un pays emporté chaque jour un peu plus par la violence. Dans la capitale Bangui, première étape d'une visite de 4 jours, le secrétaire général de l'ONU a rendu hommage aux 12 500 casques bleus de l'opération MINUSCA, régulièrement pris pour cible par les milices armées. Nous devons nous assurer que le monde considère à sa juste valeur la contribution héroïque des soldats de la paix qui protègent les civils dans des conditions parfois extrêmement difficiles, comme celle qui nous fait face en République centrafricaine. Qu'a fui les combats entre les rebelles anti-Balaka et la coalition Seleka qui s'était emparée du pouvoir en 2013. Face à la catastrophe, François Hollande déclenchait alors l'opération Sangaris visant à désarmer les deux parties. Depuis le départ des soldats français il y a tout juste un an, les tueries s'enchaînent, le gouvernement ne contrôle plus que 20% du territoire, les ONG n'ont d'autre choix que de partir. L'ONU, qui évoque des signes avant-coureurs de génocide, demande l'envoi de 900 casques bleus supplémentaires dans le pays qu'elle considère être le moins développé de la planète. Le second tour de l'élection présidentielle au Kenya s'annonce sous haute tension et cette élection est commentée par les quotidiens burkinabés de ce 25 octobre. En page nationale, le sujet qui retient l'attention des journaux, c'est bien le Forum national sur la sécurité qui a débuté hier à Ouagadougou. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebigo. Le Forum national sur la sécurité occupe les colonnes des journaux ce mercredi. 3 jours de conclave pour une politique sécuritaire adaptée, titre citoyen à propos. Un forum qui réunit experts et acteurs locaux autour du thème « Garantir la paix et la sécurité pour un développement durable au Burkina Faso ». Un participant du Nord, interrogé par le journal, affirme que le problème est qu'il y a des gens au sein de la population qui se sont affiliés aux groupes terroristes. Il espère alors qu'au sortir de ce forum, le gouvernement trouvera les solutions pour empêcher l'ennemi de gagner du terrain. Le journal Le Pays titre sur l'appel du président du Faso à un sursaut patriotique contre le fléau. C'est dans notre capacité à nous organiser, à unir nos intelligences et nos énergies que nous viendrons à bout des forces obscurantistes et prédatrices qui tentent de ralentir la marche de notre peuple vers le progrès, conviction du chef de l'État rapportée par Le Pays. L'observateur Palgar rappelle que ce forum est la concrétisation d'une promesse de campagne présidentielle. La parole donnée étant un engagement à respecter, bien que tous ne sont pas convaincus de la pertinence d'un tel forum. Reprise de la présidentielle au Kenya. Va-t-il pleuvoir sur Nairobi? S'interroge Le Pays qui trouve que l'affrontement semble désormais inévitable au regard des positions des camps Odinga et Kenyatta à quelques jours du scrutin. Et le journal de déplorer le silence de la communauté internationale. Sidouaya s'intéresse à l'initiative des ONG pour traîner l'ex-président gambien Yaya Jammeh devant la justice. Objectif, que Jammeh réponde des crimes commis sous son régime. Sans doute que ces ONG aussi déterminées s'inspirent du cas Hissène Habré, l'ex-dictateur tchadien condamné à perpétuité pour ses actes. Mais le journal rappelle qu'il a fallu attendre 2 décennies après une idée du chemin à parcourir pour arriver au tribunal avec Yaya Jammeh. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sanoa Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. Merci de votre fidélité.